Donc, je me présente Fatima Binetti. Je suis moi-même diplômée de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise en santé publique, donc de la maîtrise professionnelle de l'école de santé publique, de l'Université de Montréal. Et je suis actuellement professionnelle en surveillance à la direction de santé publique de la Montérégie. Et je serai donc accompagnée du professeur Bernard-Simon Leclerc, avec qui je co-animerai le séminaire, donc qui s'occupera davantage de la section des questions. Donc, notre invité pour ce dernier numéro est le professeur Johan Chiu. Il obtient son diplôme de maîtrise en statistique et économétrie en France, puis poursuit son doctorat en santé environnementale à l'INRS. Après avoir passé ses dernières années comme stagiaire postdoctoral entre l'Université de Sherbrooke, l'INSPQ et l'Université Laval, il occupe désormais, depuis 2024, le poste de professeur adjoint au département de médecine de famille, et de médecine d'urgence de l'Université de Sherbrooke. Ces travaux visent à améliorer les informations contenues dans les grandes banques de données administratives du Québec en utilisant des outils statistiques adaptés afin de fournir des résultats en contexte réel. Il s'intéresse également aux méthodes d'intelligence artificielle pour l'étude de maladies chroniques et de santé mentale. Alors, la polypharmacie fait l'objet d'une surveillance populationnelle à l'INSPQ. Elle peut s'avérer nécessaire pour traiter certaines problématiques de santé, mais peut potentiellement être associée à plusieurs issues de santé défavorables, tels le risque accru de chute, de fracture, d'hospitalisation ou encore de mortalité. Cette présentation abordera trois familles de méthodes d'intelligence artificielle appliquées à la surveillance de la polypharmacie, notamment la fouille de données, la prédiction d'issues de santé et finalement l'explicabilité, dont le professeur Chiu nous parlera davantage. Il conclura la présentation par des réflexions sur l'avenir de l'intelligence artificielle en santé publique et les perspectives d'évolution dans ce domaine. Donc, avant de lui laisser la parole, simplement vous rappeler que le séminaire est enregistré pour un visionnement en différé. Donc, les personnes qui ne souhaitent pas apparaître dans l'enregistrement peuvent garder leur caméra fermée. Merci. Alors, je comprends que c'est à mon tour. Merci Fatima. Alors, bonjour à tous et merci d'être présent pour cette présentation. C'est vraiment le fun de venir parler à ce séminaire. Je vais partager mon écran tout de suite. Euh, Est-ce que quelqu'un pourra me faire signe si jamais ça n'apparaît pas? Ça devrait, on a fait des tests avant, mais... Tout est beau. Parfait, super. Alors, comme vous avez dû le lire en fait dans la description du séminaire, mon séminaire, ma présentation s'intitule Surveillance de la polypharmacie et intelligence artificielle. Effectivement, c'est un travail que j'ai réalisé lors de mon stage postdoctoral à l'Université Laval en collaboration avec l'INSPQ, mais comme Fatima l'a mentionné, je suis nouvellement professeur adjoint à l'Université de Sherbrooke depuis janvier de cette année. Rapidement, concernant les conflits d'intérêts, alors on a reçu un financement des IRSC, du CRSMG, FRQS, INSPQ pour ce travail. Autrement, je n'ai pas d'autres conflits d'intérêts à signaler. Donc, pendant cette présentation, je vais essayer de vous raconter une histoire que j'espère la plus fluide possible. C'est possible que je ne sois pas aussi fluide que je l'espère, que j'aimerais, pour la simple et bonne raison que j'ai plusieurs applications liées à plusieurs banques de données. Et que je vais essayer de ne pas vous perdre sur cet aspect, mais j'y reviendrai plus tard, mais il y a des raisons pour lesquelles on navigue comme ça d'application en application et de données en données. Mais pour commencer, je vais vous parler rapidement de l'intelligence artificielle et de la santé publique. Donc, tout d'abord, l'intelligence artificielle, ici, l'idée, c'est vraiment pas de faire une définition de donner une définition exhaustive de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on en a tous un peu entendu parler. C'est un peu inévitable ces temps-ci. L'idée, c'est vraiment ici de donner les principales caractéristiques de l'intelligence artificielle et comment c'est pertinent pour nous, pour nos travaux. Donc, on parle ici d'un ensemble de théories et d'outils, de modèles mathématiques qui visent à simuler une certaine réflexion humaine. Puis, ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, existe depuis très longtemps. On parle des premières traces d'une simulation de réflexion humaine depuis l'Antiquité, au moins. Il y a une formalisation mathématique depuis les années 70-80, puis depuis 2010, là, tout le monde est au courant que ça existe, puis c'est vraiment en explosion.
Alors, l'intelligence artificielle, en fait, on lui donne à manger des données, idéalement beaucoup de données. Donc, en input, on lui donne en fait des données qui vont lui donner un certain contexte. Et à partir de ce contexte, à partir de cette nourriture, le modèle d'intelligence artificielle va nous rendre la meilleure décision, la meilleure estimation de la probabilité possible à partir des données qu'on lui aura données. Mais l'un des gros inconvénients, c'est qu'on parle de beaucoup de modèles boîte noire, dans le sens que c'est très difficile pour un être humain, en tout cas pour un être humain normal. Je ne parle pas des personnes en sciences informatiques ou en mathématiques qui ont pas mal plus de facilité, mais pour un être humain classique, c'est assez difficile d'interpréter et d'expliquer ce qui se passe dans un modèle d'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle est pas mal omniprésente dans tous les domaines, mais plus précisément en santé, ce qu'on nous promet, c'est des résultats qui sont plus précis, des résultats qui sont plus rapides, que ce soit en épidémiologie, en santé publique, en biostatistique. Vraiment, on nous promet du triple plus. Puis, vous comprendrez donc que ce sont des outils qui sont très populaires en médecine personnalisée. Alors, notre question ici, en surveillance populationnelle, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a eu un très beau cas d'étude très récemment, qui est la pandémie, où la surveillance populationnelle était primordiale. On avait une explosion d'outils d'intelligence artificielle, mais il se trouve que pour la surveillance populationnelle, finalement, ça a pas, en fait, ce qui a été révélé, c'est que pour la surveillance populationnelle, les outils d'intelligence artificielle n'ont pas été évalués de façon adéquate. Fait que, parfait, on a une problématique qui pourrait à laquelle on pourrait répondre avec certains outils d'intelligence artificielle. Allons-y. Euh, Avant de vous parler du programme, en fait là je vais vous parler du programme de surveillance des maladies chroniques à l'INSPQ. Donc je passe de l'intelligence artificielle à mon deuxième concept d'étude ici qui est la polypharmacie. En fait, vous êtes probablement pas sans savoir que l'INSPQ a un programme de surveillance des maladies chroniques. En fait, à l'intérieur de ce programme, on a donc les différentes maladies chroniques qui sont sous surveillance populationnelle, mais on a aussi des concepts plus intégrés. Donc, on a la multimorbidité, les comorbidités, et on a la polypharmacie. Polypharmacie qui est habituellement... Il y a plusieurs façons de définir la polypharmacie, mais habituellement, on parle de la consommation concomitante de 5 médicaments ou plus durant une année. Et en fait, c'est problématique. C'est un concept problématique parce qu'on sait que c'est associé à des issues de santé très défavorables. On parle par exemple de fragilité, d'institutionnalisation, d'hospitalisation. Ça peut aller jusqu'au décès. Alors, vous comprendrez que c'est très problématique chez les personnes âgées, mais tout le monde peut avoir de la polypharmacie. On peut avoir des enfants qui ont de la polypharmacie, des adolescents, des adultes en bonne santé. Puis c'est pas mal problématique dans tous les cas. Et c'est compliqué à définir parce que c'est un concept difficile à définir parce qu'il faut pouvoir prendre en compte la durée de prescription de chaque médicament, il faut pouvoir prendre en compte le dosage de chaque médicament, la continuité dans les prescriptions. Fait il y a toutes sortes de complexités qui fait que l'IA pourrait être adéquate. L'intelligence artificielle, donc l'IA. Donc, on a mené une étude de la portée sur un sujet plus large, qui était l'application de l'intelligence artificielle dans les banques de données médico-administratives. Puis, on s'est rendu compte que c'est un ensemble très large de méthodes. Vous le savez probablement là, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup d'outils en intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'outils qui s'intéressent à la représentation des données médicales, à la prédiction d'une issue ou d'un diagnostic. Et finalement, il y a peu d'études, c'était 1%, qui s'intéressaient à la polypharmacie. Donc on s'est dit, parfait, allons-y. Sauf que l'application des méthodes d'intelligence artificielle, c'est pas aussi direct que l'on pourrait penser. Il suffit pas de prendre un modèle en intelligence artificielle, de le pitcher dans des banques de données médico-administratives, puis that's it, that's all. C'est un peu plus complexe que ça. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple qui concerne peut-être plus les équipes de recherche qui travaillent entre elles en sciences informatiques, puis en biostatistique, épidémiologie, on a une différence de vocabulaire entre les deux mondes. Donc, par exemple, si en biostatistique, épidémiologie, santé publique, on va parler de régression,
En intelligence artificielle, on parlera plus d'apprentissage supervisé. Une observation en biostatistique épidémiologie, c'est plus une instance en intelligence artificielle. Alors heureusement, on a quand même des termes communs comme l'air sous la courbe, surajustement, modèle, mais ça amène une certaine couche de complexité. Puis le deuxième exemple, qui est peut-être un peu plus fondamental cette fois-ci, qui est plus au niveau quasiment philosophique, c'est qu'en statistique, biostatistique, épidémiologie, on s'intéresse énormément, on valide énormément les distributions des données, avec la fameuse loi normale qui est omniprésente, qui nous sert à calculer des valeurs P, à faire des tests d'hypothèses. Tandis qu'en intelligence artificielle, ben, on va surtout laisser parler les données, dans le sens qu'on s'intéresse moins aux distributions, mais on va plus essayer de s'adapter à ce qui se passe dans les données. Alors, c'est deux points de vue très valides, mais ça peut amener des incompréhensions, si je peux dire comme ça. Alors, si je reviens, si je reviens à la polypharmacie, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un concept qui est difficile à définir. Il faut prendre plusieurs notions. Il y a plusieurs notions qui entrent en compte dans la polypharmacie, en particulier le nombre de médicaments. Ici, je vous l'illustre juste sur le nombre de médicaments. Dans les données qu'on utilise à l'INSPQ, on a environ 3500 médicaments. Si on regarde toutes les combinaisons possibles de 2, 3 ou 4 médicaments, on obtient un nombre de possibilités juste gigantesques. On a des 10 puissance 6, 10 puissance 9, 10 puissance 12. Ça, c'est des 6, 7 avec 6, 9, 12 zéros à la suite du 6 ou du 7. Euh, c'est juste gigantesque. Puis lorsqu'on regarde les combinaisons de 5 médicaments, comme je vous l'ai dit tantôt, la polypharmacie, c'est 5 médicaments en plus, la plupart du temps. Il y a des nuances à apporter à ça, mais dans ce cas-là, on va simplifier. Ça nous donne un 10 puissance 15. Ça, c'est 15 zéros en arrière. C'est tout simplement, pour vous donner une idée, si vous essayez de compter une combinaison par seconde, vous en avez à peu près pour 130 millions d'années. Puis ça, 130 millions d'années en arrière, c'est quand les tyrannosaures étaient encore sur Terre. Fait, ça fait un bon petit bout. Puis vous comprendrez que ici, j'exagère. Là, c'est pas les 3500 médicaments qui nous intéressent, comme étant les gouttes pour les yeux. C'est peut-être moins intéressant dans un concept de polypharmacie. Les ordinateurs, ils comptent beaucoup plus vite qu'une combinaison par seconde, mais j'exagère à peine dans le sens que ça, c'était une illustration juste pour le nombre de médicaments. Si on ajoute les différentes couches de complexité comme la temporalité, est-ce que le médicament A vient avant le médicament B? La notion de qualité, est-ce que le médicament est approprié pour la condition de la personne? Bah, vous comprendrez qu'il y a plusieurs couches de complexité, puis finalement, c'est pas si exagéré que ça. Donc, d'où l'émergence en fait, du programme de surveillance de la polypharmacie et IA à l'INSPQ, dans l'idée peut-être de rassembler deux solitudes pour qu'elles se parlent peut-être un peu plus. Je fais un aparté sur les banques de données à l'INSPQ parce que bah, je pense que c'est important, même si peut-être que vous en avez déjà, en fait certainement que vous en avez déjà tous entendu parler. À l'INSPQ, on utilise des banques de données qui sont créées à l'origine pour le remboursement des actes médicaux. Donc, ce pas des banques de données qui sont créées pour la recherche, ce qui amène une certaine complexité dans la manipulation et le traitement des données, mais on arrive à s'en sortir grâce à des super statisticiens et scientifiques à l'INSPQ. Donc, on dispose du fichier MEDECO qui renseigne toutes les informations sur les séjours hospitaliers. On a le FIPA qui va nous donner toute l'information sur le régime d'assurance médicaments. On a notre banque de données la plus importante ici, qui sont les médicaments, les services pharmaceutiques, tous les médicaments qui sont délivrés en pharmacie communautaire. On a les différents services médicaux avec les médecins, donc les actes médicaux qui sont posés, les différents diagnostics. Et finalement, le fichier des décès, qui va nous indiquer la cause principale et les causes secondaires du décès. Donc, on a ces 5 fichiers-là qui communiquent entre eux par un identifiant unique et anonymisé et qui va nous donner le système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec qui répond au doux nom de SISMAC. C'est un fichier, c'est une banque de données qui est hébergée dans un environnement très sécurisé à l'INSPQ et qui permet donc la surveillance populationnelle des différentes maladies chroniques et de d'autres concepts tels que la polypharmacie. Donc voici pour une quand même pas pire introduction à l'IA et la santé publique. Donc, je vais commencer par mon premier cas d'application qui est la fouille de données. Donc, comme je vous l'ai mentionné, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Est-ce que l'IA peut nous permettre d'aller chercher des combinaisons et des séquences les plus fréquentes? Donc ici, on s'intéresse vraiment aux combinaisons et séquences. La différence est importante à prendre en compte, dans le sens qu'ici, par exemple, je vous montre l'exemple de 4 individus qui prennent 3 médicaments possibles.
Donc, Marc, Caroline, Marie-Ève et Denis prennent le médicament rouge, bleu et vert dans un certain ordre avec de certaines combinaisons. Puis, on voit que pour les combinaisons fréquentes, si on regarde les médicaments rouge, vert et bleu ensemble, bah, Marc, Marie-Ève et Denis ont cette combinaison-là. Fait que c'est une combinaison fréquente. Mais lorsqu'on s'intéresse au concept de séquence fréquente, bah, la séquence rouge, bleu et vert, finalement, se retrouve uniquement chez Marc, euh, chez Denis. Fait que finalement, cette séquence-là apparaît 2 fois, tandis que la combinaison apparaît 3 fois. Donc, dans la combinaison, on ne tient pas compte de l'ordre d'apparition, mais tout est pris ensemble. Donc, c'est une nuance quand même importante à prendre en compte. Puis après ça, lorsqu'on a trouvé les combinaisons, lorsque les modèles ont réussi à déterminer les combinaisons et les séquences fréquentes, ben, on va aller calculer des règles, ce qu'on appelle des règles d'association. Donc, entre les différentes combinaisons ou séquences, donc, on peut calculer le support, qui est le nombre total d'apparitions de la combinaison ou séquence, la confidence, qui nous indique à quel point les personnes qui prennent des médicaments A, B, C dans ce sous-ensemble, combien en prennent les médicaments, prennent aussi les médicaments, excusez, parmi les personnes qui prennent les médicaments A et B, combien en prennent aussi le C. Puis on a aussi le LIFT finalement, qui est l'association qui va nous donner une mesure de la force d'association en comparant si A et B étaient des médicaments prescrits de façon indépendante. Donc c'est pas nécessairement des notions avec lesquelles on est habitué, mais si j'essaie de vulgariser un peu le support, on peut considérer ça comme la prévalence de la combinaison de la séquence sur le total des médicaments. La confidence, c'est une sorte de prévalence uniquement sur le sous-ensemble A et B. Puis le lift, c'est une force d'association entre des médicaments. Donc, fouille de données, premier cas d'application, première population. Ici, on s'est intéressé à des personnes dans une population qui ont reçu un premier diagnostic de trouble bipolaire. Puis en fait, j'ai pas été totalement explicite parce que ici, c'est pas ça, cette banque de données-là, c'est pas une banque de données que j'ai utilisée à l'INSPQ. C'est une banque de données que j'utilise en ce moment à l'Université de Sherbrooke. Pour plusieurs raisons, en fait, ce travail devait être mené à l'INSPQ, mais on est tombé pendant une certaine pandémie. C'est qu'il y a eu il y a eu des enjeux d'accès aux données. L'INSPQ dédiait pas mal toutes ses forces à la COVID, ce qui est complètement normal. Mais bref, donc ce projet a pris du retard et finalement, c'est un projet que je reprends en ce moment avec des données à Sherbrooke. Et donc ici, ce que je vous présente, c'est des résultats préliminaires, mais je pense que vous comprendrez l'idée en arrière des résultats, ou en tout cas des méthodes. On regarde les personnes entre 2010 et 2015 qui ont un premier diagnostic de trouble bipolaire. Ça nous donne 23 000 individus. Et on va regarder les séquences et combinaisons entre 2015 et 2017. Donc, juste pour une justification rapide de pourquoi les troubles bipolaires, bah, on sait que la polypharmacie est quand même assez courante dans cette population-là. On a jusqu'à 80% des personnes qui en ont. Comme je l'ai mentionné, c'est associé à pas mal d'effets secondaires indésirables. Fait que c'est quand même c'est une sous-population qui est quand même dans laquelle la polypharmacie est à surveiller. Puis, il y a un flou thérapeutique dans le sens on a des guides de pratique officiels, puis on n'est pas clair de ce qui se passe exactement dans la pratique, en particulier le rôle du lithium comme stabilisateur de l'humeur. C'est pas entièrement clair qu'est-ce qui se passe dans la pratique clinique. Donc, on a regardé 5 grandes classes de médicaments qui sont les antidépresseurs, les antipsychotiques. Euh, je, les- je perds le nom des 3 autres grandes classes, mais vous comprendrez, vous comprendrez l'idée. Ici, je vous montre un premier résultat, ici, qui est les différentes combinaisons de médicaments. Donc ici, pour les différentes classes de médicaments, antipsychotiques, antidépresseurs, psychostimulants, puis on a rajouté des médicaments spécifiques, comme le lithium, le Divalproex qui est utilisé pour les crises d'absence dans l'épilepsie. Et vous remarquerez donc que tous les médicaments sont reliés entre eux par des flèches puis par des ronds. Les ronds sont de différentes tailles, puis de différentes couleurs. Et en fait, ce qui est intéressant ici, si vous vous intéressez aux flèches jaunes, bah, vous m'excuserez mon art, mon côté artistique a voulu s'exprimer, mais c'est finalement pas si beau que ça. Je me suis rattrapé par la suite, vous verrez. Bref, ici, ce qui est à voir, c'est que le lithium est relié à l'antipsychotique par un petit cercle très rouge, mais très petit aussi.
Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que finalement, si vous regardez la légende à droite, ben, c'est que le support est faible dans le sens que la prévalence sur le total des médicaments, la prévalence de la combinaison lithium et antipsychotique est pas mal basse. On a, c'est plus petit que 3% sur l'ensemble des médicaments. Mais le lift, donc, si vous vous rappelez tantôt, j'avais mentionné que le lift était une mesure de l'association entre les médicaments. Le lift est élevé. C'est pas mal le plus élevé entre toutes les combinaisons présentées ici. Donc ici, on peut l'interpréter comme bah, prescrire du lithium. Dans ce cas-là, ça augmente de 10% la probabilité de prescrire aussi un antipsychotique. Puis ça, c'est intéressant parce que ça nous donne déjà une bonne idée de la prévalence, à quel point les combinaisons sont fréquentes, puis à quel point prescrire l'un augmente la probabilité de prescrire l'autre. Donc ça, c'est pour les combinaisons. Si on regarde les séquences, on obtient ce genre de résultat. Donc là, vous n'avez pas besoin nécessairement de regarder toutes les lignes. Vous pouvez vous intéresser seulement à je vais parler principalement de la première ligne comme illustration. On a à nouveau le support, la confidence et le lift dans les colonnes à droite. Et les différentes couleurs pour les petits rectangles, là, ce sont soit les antipsychotiques, antidépresseurs, psychostimulants, etc. Puis si vous regardez la première ligne, dans le fond, ce que ça nous dit ici, c'est que lorsqu'on a une combinaison mauve et orange, qui sont donc l'antipsychotique et le Divalproex, on a un 61% de chance de se voir prescrire un antipsychotique à la suite de cette combinaison. Donc c'est quand même intéressant, ces différentes mesures de combinaison et de séquences de médicaments. Ça nous permet de tirer un portrait quand même, un portrait global, assez détaillé. À ce stade-ci, on a juste les combinaisons et les séquences. On n'a pas regardé on n'a pas mis ça en association avec des issues de santé, par exemple l'hospitalisation ou le décès. C'est ce qui viendrait en fait après. En fait, idéalement, à ce stade-ci, comment ça devait se passer à l'INSPQ? On aurait été fouillant tous nos individus, on aurait obtenu des indicateurs de combinaison et de séquence. Est-ce qu'un individu a telle combinaison ou telle séquence? Puis on aurait utilisé ces indicateurs-là dans des modèles de prédiction. Et c'est exactement ça ce qui va se passer. Je passe donc à la partie prédiction avec des algorithmes d'apprentissage automatique. Donc pour la prédiction, vous allez souvent m'entendre parler d'apprentissage automatique ou de machine learning, qui est en fait la traduction en anglais, principalement d'apprentissage supervisé ou non supervisé. Le supervisé, c'est la prédiction d'issues de santé, donc ce qui nous intéresse ici. Et le non supervisé, c'est aussi la création de différents profils d'individus, donc quand on n'a pas une issue de santé en particulier. Il y a aussi de l'apprentissage par renforcement qui fait partie du machine learning, mais c'est vraiment pas de ma spécialité, fait que je le mentionne juste ici pour que vous le sachiez. Et donc, dans l'apprentissage supervisé, lorsqu'on essaie de prédire une issue de santé, on a parmi les modèles les plus répandus, ben, il y a le Naive Bayes, les fouriers aléatoires, peut-être que vous avez entendu parler, les réseaux de neurones, tout le monde en parle, je pense. Et on a la régression logistique, la fameuse régression logistique qui est comme le baseline, le modèle go-to en épidémiologie biostatistique. On peut être surpris de voir classer la régression logistique en intelligence artificielle, parce que finalement, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez déjà utilisé de la régression logistique, ben, vous êtes tous rendus des experts en intelligence artificielle. Mais en fait, en tout cas, la façon dont moi je l'ai appris dans ma formation, c'est que au tout début, ben, je suis une formation en statistique, à travers laquelle on apprenait différents outils. On avait une grosse banque de données, on essayait de trouver la faille dans cette banque de données-là avec des statistiques. Puis là, on a encadré le tout, on a comme oufé les méthodes, on a obtenu du machine learning. Puis là, si on rajoute un public, ben là, on obtient de l'intelligence artificielle. Fait que ce qui veut dire, c'est qu'à la base, ce que ça veut dire, c'est qu'à la toute base, on avait des statistiques, mais là, j'exagère à nouveau, là, c'est juste que ce petit comique-là m'a fait sourire, puis j'espère que vous aussi vous fera sourire. L'intelligence artificielle, c'est bien plus que des statistiques, là, il y a de la philosophie, il y a des mathématiques, il y a de la biologie là-dedans, fait que c'est beaucoup plus que ça, mais ça m'a fait sourire, puis c'est une piste, ça pourrait expliquer en partie pourquoi est-ce qu'on retrouve des termes communs entre le machine learning puis les statistiques, telles que la régression logistique. Donc, on a plusieurs types de modèles qui existent pour la prédiction, puis c'est ces modèles-là que je vais utiliser, mais je ne vais pas vous les présenter un par un, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'en fait, dans le fond, chacun de ces modèles essaie de prédire une issue de santé à partir de différentes covariables. Donc, nouveaux outils de prédiction, nouvelle cohorte. Ici, on a suivi un peu plus d'1 million d'individus entre 2014 et 2016. Puis ce qu'on essaie de prédire, c'est l'utilisation de médicaments potentiellement inappropriés.
suivant la liste de Beers. Euh, En fait, les médicaments potentiellement inappropriés, c'est des médicaments pour lesquels on a un rapport bénéfice-risque défavorable, dans le sens qu'il y a peut-être trop de risques par rapport au potentiel bénéfice, alors qu'il existe peut-être d'autres solutions thérapeutiques plus sûres. Fait que chez les personnes aînées, c'est aussi une utilisation à surveiller, malgré que c'est très répandu. Il y a quasiment la moitié de la population de 65 ans et plus au Québec qui en prend, qui s'en va prescrire. Donc, dans ce 1 million d'individus-là, on a un âge moyen de 75 ans, 56% de femmes. Puis, les covariables qui ont été mesurés, en fait, les modèles ont été ajustés pour l'âge, différentes variables socio-économiques, les maladies chroniques, le nombre d'hospitalisations. Ici, ce que je vous présente, c'est les performances des différents modèles. Donc, pour chaque ligne, vous avez les différents modèles. La régression logistique est sur la deuxième ligne. Euh, les réseaux de neurones sont sur la quatrième ligne, forêt aléatoire sur la dernière ligne. Puis là, on compare en utilisant différentes métriques qui sont assez communes en épidémiologie biostatistique. Donc là, sur la courbe, sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives, etc. Puis on pourrait s'attarder vraiment longtemps là, à comparer, à décortiquer ce tableau, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que globalement, ce que ça nous dit ici, c'est que finalement, tous les modèles sont assez similaires. Il y a peut-être juste le Naive Bayes, là, la troisième ligne, qui est un peu différent des autres. Mais autrement, tous les modèles se valent. Bon, il y en a peut-être qui sont meilleurs en sensibilité, d'autres qui sont meilleurs en spécificité. Donc là, ici, ce que je veux que vous reteniez, sans nécessairement regarder en détail, c'est que bah, finalement, on n'a pas de vainqueur clair en ce qui concerne les différentes performances. Tous les modèles semblent s'équivaloir à peu près. Donc là, on a regardé uniquement les performances des prédictions, mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'importance des différentes variables dans la prédiction, dans le sens que bah, on aimerait ça savoir quelles, va- quelles caractéristiques individuelles sont les plus prédictives de l'utilisation d'un médicament potentiellement inapproprié. Donc on a différentes mesures en fait. Selon chaque modèle mesure différemment l'importance des variables. C'est un peu un problème, parce qu'on va se retrouver avec des mesures qui ne se comparent pas entre elles. Par exemple, les forêts aléatoires utilisent un indice d'homogénéité. Les réseaux de neurones vont utiliser les différents poids associés aux neurones. Fait que ça ne se compare pas vraiment entre eux, mais ça nous permet quand même d'obtenir un classement. Un classement donc relatif à chaque modèle, mais un classement quand même des différentes variables, des 15 variables ici. Donc les troubles mentaux, le diagnostic de troubles mentaux, le sexe, diagnostic de diabète, hypertension, etc. Puis ce que ça nous dit ici, c'est qu'on a une importance globale qui semble à peu près concordante. C'est sûr que si vous regardez les trois premiers, là, les réseaux de neurones, les forêts aléatoires et le gradient boosting machine, ça semble assez concordant, dans le sens qu'on a des troubles mentaux, le sexe, diabète ou hypertension qui sont parmi les variables les plus prédictives. Puis finalement, tout en bas de la liste, on a les caractéristiques socio-économiques qui sont moins importantes. À l'autre opposé, on a les réseaux de neurones tout seuls, qui eux disent carrément que les troubles mentaux, c'est le moins important dans la prédiction, mais qui vont favoriser l'âge, défavorisation matérielle, sociale, etc. Fait que c'est comme deux opposés. Puis on a le naive Bayes quelque part au milieu. La classe est un peu complexe parce que bah, on n'est pas clair de qu'est-ce qu'on fait avec ça. On a quand même trois modèles qui semblent assez concordants, un qui est au milieu, puis un autre qui est à l'extrême. Bon, il y a plusieurs points. On n'a pas pris en compte les différents facteurs liés à l'utilisation des médicaments. Ça, on l'a pas, par exemple, l'adhérence, le style de vie, on l'a pas non plus. Mais ce qui est un peu complexe sur la base de ce genre de résultats, c'est que finalement, dans la boîte noire, ben, on retrouve d'autres boîtes noires. On avait une grosse boîte noire, puis là, on a regardé les performances et l'importance des variables, puis on se rend compte que bah, c'est d'autres boîtes noires aussi. On n'est pas très clair de qu'est-ce qu'on est supposé faire avec. En particulier, bah, comment est-ce qu'on pourrait expliquer la performance des réseaux de neurones? Pour rappel, donc les réseaux de neurones, eux, ont carrément dit que les troubles mentaux, les diagnostics de troubles mentaux, c'est la dernière variable qui est importante dans notre prédiction. Donc oui, ça s'explique d'une certaine partie parce que c'est des modèles mathématiques qui sont différents. C'est pas, ils passent pas, ils mangent pas les données de la même façon, ils les traitent pas de la même façon. Fait que ça s'explique dans certaines parties, mais d'un point de vue clinique ou d'un point de vue surveillance de la population, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quelle décision, qu'est-ce qu'on va passer comme message à la population ou aux autorités de santé? Alors c'est ici que on passe à la quatrième application qui est la transparence des algorithmes
IA, l'intelligence artificielle, qui vont nous permettre justement d'aller répondre en partie à cette question, mais finalement, on prend quelle décision quand on a ce genre de résultat? Pour la transparence des algorithmes en intelligence artificielle, on va surtout parler de, on va beaucoup, on va se placer en fait dans le cadre de Explainable AI, donc XAI, qui est un cadre de recherche, de pratique, une philosophie qui est apparue à la suite de plusieurs travaux qui se sont rendus compte que bah, l'IA, c'est beaucoup une boîte noire. On n'est pas clair de entièrement tout ce qui se passe à l'intérieur, ce qui met beaucoup de freins à comment est-ce qu'on peut appliquer en pratique. Puis c'est pas juste en santé, là. Ça peut être en finance, on gère l'argent des gens avec des IA, bah, il y a des enjeux de sécurité là-dedans. Fait que le cadre de pratique de l'Explainable AI, ça se place, ça rejoint plusieurs concepts, comme la sécurité des données, l'équité des algorithmes. Est-ce qu'on favorise ou non certaines sous-populations avec nos algorithmes, la confiance envers les algorithmes, la réutilisation de nos algorithmes. Et en fait, l'idée générale de ce cadre de travail, en fait, c'est d'être capable de généraliser nos algorithmes, puis d'augmenter la confiance de l'utilisateur envers ces algorithmes, de sorte à ce que bah, la pratique soit un peu plus transparente. En fait, l'idée, c'est vraiment de rendre la boîte noire de l'IA peut-être un peu plus grise. Elle sera jamais transparente, là, en tout cas, je pense pas qu'elle le sera un jour, mais elle peut devenir plus grise. Et puis, ce qui nous intéresse ici, surtout dans notre contexte, là, par rapport à la problématique que je viens de vous exposer, c'est la transparence des algorithmes. En fait, la transparence des algorithmes renvoie à deux notions, deux sous-notions, qui sont l'explicabilité et l'intelligibilité. Alors, l'intelligibilité, ça nous permet surtout de suivre pas à pas les différentes étapes de l'algorithme. Donc, vous avez un algorithme mathématique, différentes étapes d'optimisation, de dérivées, d'intégrales, etc. Puis, on veut être capable de les suivre pas à pas, de sorte à ce qu'on puisse expliquer en termes humains comment ça se passe dans cet algorithme-là. Ce qui est peut-être un peu moins intéressant pour nous dans le cadre de notre travail. Ce qui serait plus intéressant, par exemple, ça serait l'explicabilité, qui, elle, permet d'expliquer une sortie précise de l'algorithme. À nouveau, avec des mots humains. Bah, là, par exemple, je vois que le sexe est important, ce qui explique que la prédiction de décès est 0 ou 1, par exemple. Bah, ça, c'est précisément sur ça qu'on va se, qu'on va se pencher. Puis ça peut nous permettre, entre autres, bah, de détecter des biais dans les différents algorithmes. Si je reviens à la problématique des réseaux de neurones tantôt, bah, si on a une variable qui a une importance majeure, est-ce qu'on est capable de le justifier? Est-ce qu'on est capable de dire, bah, en fait, oui, finalement, c'est les réseaux de neurones qui avaient raison, bah, en fait, non, c'est la régression logistique qui avait raison. Parce que ça, grâce à l'explicabilité, en fait, on va avoir une sorte de mesure universelle d'à quel point les valeurs sont importantes. Je vais y revenir tout de suite après. Et comme je disais, bah, le but global de tout ce cadre, bah, c'est d'augmenter la confiance de l'utilisateur envers les différentes décisions des algorithmes. Donc, pour aller regarder ça, l'explicabilité, on va utiliser ce qu'on appelle les valeurs SHAP. Pour la petite histoire, SHAP, en fait, c'est les unitifs du chercheur en sciences économiques Lloyd Shapley, qui a reçu le prix Nobel justement pour ses travaux-là en 2012. C'était un économiste puis un mathématicien qui a fait des travaux assez majeurs là. Je vous invite à aller les explorer si jamais le cœur vous en dit. Et donc, c'est dans un contexte de théorie des jeux que ce modèle-là, ces valeurs-là ont été développées. En fait, la prémisse est que on a une équipe N de plusieurs joueurs. Par exemple, si on a une équipe de trois joueurs, on a Marc le joueur rouge, Caroline la joueuse verte, puis Maud la joueuse bleue, qui jouent à un jeu, à un certain jeu ensemble, puis il y a un gros gain à la toute fin. Le gain est suffisamment élevé, ou en tout cas c'est assez important pour qu'on ait besoin de répartir de façon équitable le gain entre les trois joueurs. Dans un monde idéal, on diviserait par 3 le gain ici, mais c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne parce que bah, il faut prendre en compte le poids de chaque joueur, dans le sens que peut-être que Marc a une meilleure connaissance des règles du jeu. Il faut prendre en compte les interactions entre les joueurs. Peut-être que Caroline et Maud
jouent mieux ensemble, pour l'instant toutes les deux, que si elles jouaient chacune de leur bord. Il faut prendre en compte l'ordre d'arrivée des joueurs. Peut-être que Maud est arrivée après Marc. Fait que dans ce cas, Maud devrait peut-être recevoir une moins grosse partie du gain. Et qu'il faut pouvoir prendre en compte tout ça de façon à pouvoir répartir donc de façon juste le gain. Fait que l'idée derrière tout ça, c'est que, par exemple, si on cherche à estimer le gain marginal que Marc, le joueur rouge, devrait recevoir, ben, ce qu'on va faire, l'idée de Lloyd Shapley ici, c'était d'aller regarder les différentes sous-combinaisons qui existent, qui incluent toutes Marc. Donc ici, c'est pas compliqué. À trois joueurs, il y a juste deux sous-combinaisons qui existent. C'est Marc et Maud et Marc et Caroline. Puis on va estimer le gain qui est associé à ces différentes sous-combinaisons. Puis on va se dire que la somme ou la moyenne, bah, finalement, ça doit être l'apport, ça doit être le gain marginal de Marc. Ça devrait être ce que Marc reçoit comme gain. Puis ça, c'est dans un contexte de sciences économiques. Donc le gain ici, on peut le remplacer par le bien-être, par des dépenses dans une société. Mais si on regarde en surveillance populationnelle, ben, finalement, on peut remplacer l'équipe par les différentes combinaisons de médicaments. Le jeu devient la régression, logistique ou n'importe quel autre modèle de prédiction. Le gain devient ici, ben, le gain, c'est plutôt un gain, là, parce que souvent les issues de santé, c'est pas un gain, c'est plus une hospitalisation, un décès, etc. Puis finalement, ben, les sous-séquences, les sous-combinaisons de médicaments vont nous permettre d'estimer l'apport marginal d'un médicament en particulier. Euh, c'est ça. Je passe rapidement l'équation. Ici, je voulais juste montrer que, il y a des factoriels, les différents points d'exclamation là. Pour ceux qui se rappellent de leur maths, les factoriels, ça veut dire que les possibilités de calcul deviennent exponentielles. C'est gros à calculer. C'est exponentiel avec la taille de la banque de données. Puis ça, je vais le passer rapidement parce qu'en fait, c'était une illustration, mais les résultats je vais les reprendre dans les résultats, ça va être beaucoup plus clair. Donc, un nouveau modèle, bah, qui dit nouveau modèle dit nouvelle banque de données. Je m'excuse. Un nouveau, bah, il y a eu on a eu toutes sortes d'obstacles liés à la pandémie. C'est de la faute vraiment à personne là, mais on a dû naviguer comme ça de banque de données en banque de données. Puis ça fait que l'histoire est peut-être un peu moins fluide, mais vous comprendrez, j'espère que vous comprendrez l'idée derrière les différents modèles et comment ça peut être appliqué, quel est le lien, le fil conducteur. Donc ici, on se retrouve, on a sélectionné 110 000 individus au 1er avril 2017. On a mesuré leurs différentes covariables un an avant. Puis on les a suivis pendant 2 ans pour le décès. Ce qui nous donne au total, pour les personnes qui étaient donc entièrement couvertes par le régime public d'assurance médicaments, ça nous donne 93 000 individus. On a un peu plus de la moitié qui sont des femmes, 75 ans en moyenne. Bon. Euh, Puis là, si on regarde, on a essayé de prédire donc le décès en fonction des différentes covariables les différentes covariables que vous voyez ici, l'âge, le médicament, les visites chez le spécialiste, l'indice de Charlson, qui est un indice de comorbidité, le nombre de visites chez l'omnipraticien, etc. On a utilisé des forêts aléatoires ici, qui est mon modèle préféré, fait que il n'y a pas d'autre justification à part que c'était une préférence personnelle. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, tous les modèles d'intelligence artificielle puis de machine learning nous donnent une importance globale. On a déjà une importance globale de chaque variable. Par exemple, ici dans l'EDC, donc pour notre modèle de forêt aléatoire, qui mesure l'importance par une diminution moyenne de l'indice de Gini, qui est un indice d'homogénéité, on voit qu'on a une importance globale pour chaque variable. On voit que l'âge est la variable la plus importante, ce qui fait du sens pour une prédiction de décès. On a le nombre de médicaments qui vient juste après, puis après ça, on a plusieurs autres variables qui se disputent euh, pour les autres places. Ce qui est intéressant avec les valeurs CHAP, donc si je reviens aux valeurs CHAP, c'est que ça nous permet une importance, une inspection locale de l'importance des variables, c'est-à-dire pour un individu. Ici, je vous ai illustré pour deux individus les valeurs CHAP. J'ai dû arrondir ou modifier certaines valeurs parce que, bon, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas vous montrer réellement des deux individus, même si je suis convaincu que vous n'aurez aucune idée, vous avez aucun moyen de retrouver les deux individus dont il s'agit, mais par mesure de sécurité, j'ai modifié certaines valeurs. Et donc ici, vous avez les valeurs chaque pour différents individus. Plus ça pousse, plus ces valeurs chaque vont vers la droite, plus elles prédisent, plus ça nous indique que la variable a prédit le décès. Plus ça va à gauche, plus c'est l'inverse. Plus ça nous dit que la variable a prédit la survie. Donc on se rend compte par exemple que pour le premier individu à gauche, qui avait un indice de Charson de 8,
bah, en fait, c'est cette valeur de cette variable qui a prédit le plus vers le décès pour cette personne. On se rend compte que l'âge est assez bas. C'est un individu relativement jeune, là, pour une moyenne de 75 ans. Bah, l'âge a été la variable la plus protectrice, entre guillemets, puisque ça part beaucoup plus vers la gauche que ça part vers la droite. Si on regarde pour le deuxième individu, bah, on se rend compte que lui, l'indice de Charlson, tout au bas de la liste, il y a un indice de 0, ce qui est quand même assez rare là, pour une personne âgée de 75 ans, de 65 ans et plus, mais c'était les données. On se rend compte que le fait d'avoir un indice de comorbidité nul, bah, ça a tout simplement été super protecteur dans son cas. Tandis que pour le premier individu, bah, avoir un indice de comorbidité élevé, ça a joué en sa défaveur. Donc ça, c'est les valeurs SHAP pour deux individus, mais ce qu'on peut faire, c'est tracer les valeurs SHAP pour toutes les individus. Donc ici, je vais tracer les valeurs SHAP pour les 93 000 individus, donc pour les médicaments, le nombre de visites aux urgences, visites spécialistes, omnipraticiens, etc. Euh, le sexe et l'âge tout en bas. Puis, donc pour rappel, les valeurs SHAP positives qui poussent, qui vont vers la droite, ça aide à prédire le décès. Vers la gauche, ça prédit la survie. En fait, ce qu'on peut faire, en plus de ça, c'est rajouter les couleurs, enfin, rajouter une intensité en fonction des variables. Donc ici, on a toujours les valeurs SHAP, mais les points en rouge indiquent les valeurs élevées de la variable. Par exemple, si vous regardez l'âge, on a beaucoup de points rouges vers la droite. En fait, c'est pas mal la variable qui va le plus vers la droite, qui pousse vers la prédiction du décès. Ben, les valeurs rouges, ça veut dire que c'est un âge avancé. Si vous regardez à l'autre extrémité de l'âge, donc pour les valeurs SHAP négatives, il y a beaucoup de bleu, ce qui nous indique que les valeurs basses de l'âge, donc les individus les plus jeunes, finalement ont une meilleure chance de survie, ce qui fait beaucoup de sens lorsqu'on essaie de prédire du décès. Pour le sexe, je m'excuse, j'ai manqué d'originalité. Le rouge, c'est les femmes, puis le bleu, c'est les hommes. Et qu'on se rend compte que être un homme, ça aide pas. Ça aide pas pour la survie. C'est sûr qu'idéalement, ici, si on regarde toutes les valeurs bleues, ben, idéalement, faudrait être une femme peu âgés, qui ne prend pas de médicaments, qui n'a pas de visite d'utilisation des soins de santé, mais ça, c'est quand même assez rare. Puis en particulier, le nombre de médicaments, ben, on se rend compte que tout à droite, le nombre de médicaments, il y a beaucoup de rouge. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'un nombre de médicaments élevé, ça contribue à prédire le décès. Mais là, il y a une petite nuance à apporter, c'est que c'est pour la plupart, parce qu'en fait, je sais qu'on le voit mal, je m'excuse, j'ai pas trouvé de meilleure façon de me présenter, mais il y a quand même des points bleus qui ont des valeurs sharp élevées. Ça, ce que ça veut dire, c'est que finalement, il y a des personnes qui ont un nombre de médicaments assez bas, relativement bas par rapport à l'ensemble de cette population-là, mais qui ont quand même des valeurs sharp élevées, donc qui vont quand même prédire le décès. Fait qu'on peut aller s'intéresser. Ce qui est intéressant ici, c'est d'aller regarder sur la base des valeurs SHAP. On va couper, par exemple, ici j'ai coupé à 80%. J'ai pris le 20% des SHAP le plus élevé par rapport au nombre de médicaments. Puis on va regarder cette population. Puis on se rend compte que cette population, bah, elle a des caractéristiques similaires avec une population qui se voit prescrire 8 médicaments ou plus. Et mais c'est quand même plus intéressant la population SHAP supérieure à 80% dans le sens que dans cette population, ce que j'appelle la population chat, bah, il y a aussi des individus qui ont 0, 1, 2 médicaments, un nombre finalement très bas de médicaments. Fait qu'à partir de là, bah, on a une population beaucoup plus hétérogène, mais on peut aller construire des différents profils et s'intéresser, bah, finalement, ces personnes-là qui ont peu de médicaments, pourquoi est-ce qu'elles ont été prédites avec un décès? L'autre chose que chat nous permet de faire, bah, c'est de regarder la forme de la relation, le pouvoir prédictif de chaque variable. Par exemple, ici, je vous ai tracé donc les différentes valeurs SHAP en Y, en ordonnée, en fonction du nombre de médicaments en M6. Je ne vais pas tracer ici chaque individu parce que je n'ai pas le droit pour faire une histoire. On ne peut pas montrer les individus, mais ici, il faut que vous imaginez nos 93 000 individus. Puis finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un certain point d'inflexion. Vous voyez, à zéro médicament, bah, on a une certaine moyenne de valeur chaque. Puis là, ça descend jusqu'à 3, 4 médicaments. Ce que ça peut vouloir dire ici, c'est que finalement, dans cette population, sous-population-là, ben, avoir 3 ou 4 médicaments, c'est quand même
c'est une bonne idée, c'est un usage optimal dans le sens que ça aide à la survie. Puis là, bah, tranquillement, on voit ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Puis bah, avoir 30 médicaments, c'est pas mal plus élevé. Puis c'est assez évident. Enfin, ça semble assez intuitif que c'est lié, très lié au décès. Donc c'est ça, ce que je montrais, c'était le petit point d'inflexion ici. Donc les valeurs chat permettent donc d'examiner. Monsieur Chiot, je ne veux Oui, je veux pas vous bousculer, mais je vais le faire quand même. ouais, Il faudrait peut-être penser à conclure parce ouais, que il reste 12 minutes pour les questions. c'est là où je m'en vais. Merci. Je sais que je finissais sur les valeurs chat. Je voulais juste mentionner que c'était il y avait plusieurs défis qui étaient liés aux valeurs SHAP. Il y a d'autres méthodes qui existent pour regarder l'explicabilité, mais on n'a aucune méthode qui est une fin en soi. Et finalement, sur les conclusions et les réflexions, bah, je vais faire assez rapide, mais on n'a pas parlé donc des différents enjeux de protection, de qualité, manipulation des données. Puis, si ça vous intéresse, Statistique Canada a créé un cadre d'utilisation autour du machine learning. La petite copie d'écran en haut à droite, là, si ça vous intéresse, vous irez voir ça. Puis, finalement, ce que je voulais résumer, c'est que l'application de l'intelligence artificielle, ça ne devrait pas être un but ultime. Ok? C'est qu'on a une boîte à outils qui comprenait principalement la régression logistique auparavant. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'augmente tranquillement. Puis, quel est le meilleur outil adapté à notre problème? Bah, ça dépend malheureusement de chaque problème, mais surtout, ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'accorder sur des objectifs communs. En fait, en biostatistique, épidémiologie, santé publique, on essaye d'expliquer des associations, d'améliorer la santé des populations. En intelligence artificielle, souvent, on estime des paramètres, puis on optimise les algorithmes. Fait qu'il faudrait trouver un but commun pour mieux communiquer entre nous. Et je vais vous laisser sur donc sur ce diaporama avec différentes petites citations qui m'ont fait sourire, puis des remerciements sincères. Et je vais prendre les questions si vous en avez. Merci beaucoup, Johan, pour votre présentation. Donc, on peut passer à la période des questions et Samy a une question pour vous. Ok, merci. Donc, moi, tout simplement, merci beaucoup pour la présentation. C'est en plein dans mes intérêts. Moi, j'ai fait Super. la pharmaco, l'intelligence artificielle. Moi, ma question, c'est par rapport vous avez présenté des règles d'association très intéressantes au début. Euh, euh, et puis, bon, j'imagine que les règles d'association, vous les utilisez plus donc pour trouver des schémas fréquents pour explorer les données. Euh, Oui. dans quel scénario vous allez choisir plus de faire des interprétations mettant simple en utilisant des règles d'association ou plutôt d'utiliser des modèles de relations complexes, par exemple, pour voir les effets des combinaisons de médicaments avec des méthodes plus avancées comme la régression logistique ou les tests de neurones. C'est ça ma question. Merci. Merci pour la question. Je veux juste être certain, je vais la reformuler juste pour être certain d'avoir bien compris. Dans le fond, vous me demandez, c'est que ça va être quoi la balance? Dans quelle mesure on va s'arrêter uniquement aux règles d'association ou est-ce qu'on va aller plus loin dans des modèles de prédiction un peu plus avancés pour tirer des conclusions par Voilà, dans rapport quel aux scénario? médicaments? C'est quoi Mhm. les cas de figure et les scénarios où on va utiliser seulement les règles de possession pour trouver Mhm. les schémas fréquents et spécialement explorer les données? Il y a un scénario où on va utiliser des techniques plus complexes, donc que vous avez présenté, qu'on connaît, comme la régression logistique et autres modèles prédictifs. Mhm. Ouais. Bah, dans le fond, la réponse était un peu dans la question. Parce que vous venez de dire, effectivement, pour explorer les données, bah, on va beaucoup utiliser les règles d'association, la fouille des données, comme pour faire un premier portrait global. Comme on a aucune idée de ce qui se passe dans une telle sous-population. On va passer des méthodes de fouille de données, des règles d'association, puis ça va nous donner une première idée de quels médicaments sont utilisés les plus fréquemment, quels médicaments sont les plus associantes entre eux. Puis ça va nous donner comme un premier contexte très descriptif, certes, mais quand même très pertinent dans des populations où c'est souvent très mêlé, puis on n'a aucune idée de ce qui se passe en pratique. Mais ça, en fait, idéalement, ça, c'est une première étape. Parce on va chercher les combinaisons puis les fréquences. Puis en fait, la plupart du temps, on va vers des algorithmes de prédiction, donc des forêts aléatoires, des réseaux de neurones, régression logistique, en utilisant, en utilisant justement les différents indicateurs de combinaisons et de séquences. Mais c'est ça, la plupart du temps, on est quand même intéressé à aller prédire une issue de santé ou aller regarder ça, les combinaisons ou les séquences en relation avec un certain outcome.
D'accord. Je m'excuse d'autres questions parce que je trouve ça super intéressant. C'est vraiment. Mhm. Ma question qui vient après, c'est que, bon, moi, on sait par exemple qu'il y a 100 000, au moins en Amérique du Nord, il y a au moins 100 000 personnes, on va dire, qui décèdent directement ou indirectement des effets secondaires ou des interactions médicamenteuses. Et on sait aussi que, il y a, en tout cas, la pharmacovigilance, c'est un bel avenir, enfin, de ce que j'ai compris. Est-ce que, à quel point vous pensez que l'intelligence artificielle pourra faire avancer la science de la pharmacovigilance et réduire, on va dire, tous les effets indésirables, tous les effets, on va dire, importants, comme l'immortalité, morbidité et tout. Et ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est par rapport aux données. Les données de la RAMQ, c'est super intéressant, c'est riche comme données. C'est quoi les autres données qu'on peut utiliser ou riches en ressources, en effets secondaires et en polypharmacie, qui serait accessible à des chercheurs ou à des chercheurs assistants Mhm. comme ça. Merci. Ouais. Alors, c'est de très bonnes questions. Pour répondre à la première question, dans quelle mesure est-ce qu'on va pouvoir réduire les effets secondaires, les effets indésirables? Ça, c'est une question plus politique. Fait que je vais m'abstenir de répondre directement à cette question. Je peux répondre, je peux me prononcer en disant que bah, l'intelligence artificielle va quand même nous permettre d'aller fouiller. On a une capacité de calcul vraiment plus importante avec le développement des ordinateurs. Fait que l'intelligence artificielle peut aller explorer tout ce qui est dans l'éventail du possible et imaginable. Ce qu'on ne pouvait pas faire autrement avant ça, juste en manipulant des données ou en utilisant des outils statistiques classiques. Fait que je pense que l'intelligence artificielle va nous permettre d'aller explorer de nouvelles avenues, d'aller peut-être découvrir des combinaisons ou des médicaments dont on n'avait pas connaissance des effets auparavant. De là à dire que ça va complètement régler le problème des effets indésirables, des décès par exemple évitables, je n'irai peut-être pas jusque-là. Je pense que ça va aider, ça c'est clair, dans une certaine mesure. Puis la deuxième question par rapport aux banques de données, bah, c'est sûr que les banques de données plus cliniques des différents hôpitaux, peut-être même de certains GMF, c'est très approprié. Il y a des banques de données de Statistique Canada, le SCC par exemple, qui est l'enquête sur les communautés, qui a lieu je ne suis plus clair exactement là, de 3 4 ans, qui comprend des données auto-rapportées. Donc, quelqu'un de Statistique Canada se présente chez vous, puis vous pose des questions sur votre médication, dans quel contexte vous l'avez pris, pourquoi, est-ce que vous faites de l'activité physique, qu'est-ce que vous mangez, etc. Des informations qui ne sont pas disponibles dans les banques de données de la RAMQ, mais qui sont tout autant pertinentes, dans le sens qu'on arrive à donner plus de contexte autour de l'utilisation du médicament. On arrive à avoir, on peut relier un diagnostic précis dans les banques de données de Statistique Canada. On peut relier un diagnostic précis à de la médication, selon ce que l'individu rapporte. Et ça, c'est plus difficile à faire avec les banques de données de la RAMQ. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il nous reste euh, 3 minutes, 2 minutes. Il y en Ah, a quelques-unes dans le chat, Bernard oh, Simon. oh, pardon, je n'avais pas vu le chat. Hein? Bon, là, excuse, hein. Est-ce que toi, tu peux lire le temps que je trouve? On t'entend pas. Je On pense que t'entend pas, Fatima. Effectivement, mon micro était fermé. Donc, la question est de Michael Hiro. Merci d'avoir présenté ce travail très intéressant et important. Donc, il a dû quitter. Il mentionne les estimations ont-elles pris en compte le fait que les femmes consultent en moyenne plus que les hommes? Cela pourrait avoir une influence sur l'interprétation des données. J'espère que nous pourrons également avoir accès à vos diapositives. Merci beaucoup. Bah, on peut pas avoir directement l'information que bah, en fait, oui, oui, indirectement, oui, dans le sens que on a plus de données, on a effectivement plus, si on a plus de services médicaux ou plus de services pharmaceutiques de femmes, ben, c'est sûr que c'est pris en compte dans les différents modèles. Est-ce que ça a une influence sur l'interprétation des données?
Euh, je dirais que oui, dans une certaine partie, mais a priori, c'est des choses qui sont prises en compte par les modèles, et justement, quand on regarde les différentes... on fait des modèles, on essaie de faire des modèles hommes-femmes aussi, justement, pour bien différencier l'importance du sexe. Puis, je pense que dans une certaine mesure, oui, on prend cet aspect-là, le fait que les femmes, habituellement, consomment plus les services de soins de santé. Merci beaucoup. Donc, j'ai pu avoir accès au chat. Peut-être on peut se permettre une dernière question. Euh, Mhm. donc, on vous remercie pour votre présentation qui est très intéressante. Toutefois, j'ai une question pour des orientations sur des recherches en cours. Les estimations des données montrent que la polypharmacie n'est pas fréquente chez les enfants. Donc là, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui a euh, perçu de vos diapos ou c'est une affirmation qui est faite à partir de d'autres informations? Ah, ok, je le sais pas. Je peux répondre que c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose que j'ai utilisé. Moi, j'ai principalement regardé les personnes de 65 ans et plus. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut déduire de de ma présentation. Mais la polypharmacie chez les enfants est un objet d'étude en cours. Justement, à l'INSPQ, il y a des personnes qui ont, justement dans l'équipe de Caroline Sirois, qui regardent la polypharmacie chez les enfants parce qu'en fait, on a peu de données. On peut pas se prononcer d'emblée, mais on a peu de données sur ce concept, la polypharmacie chez les enfants. Fait que c'est des travaux en cours. Merci beaucoup. Donc, je laisse la parole à Fatima pour le mot de la fin. Merci Bernard Simon. Alors, merci professeur Chiou pour votre présentation qui était très enrichissante. Ben, en tant qu'acteur de surveillance, nous, on a également hâte que ces indicateurs-là puissent être disponibles, en fait, pour qu'on puisse avoir également un regard davantage déterminant en santé publique. Et puis, ben, merci à toutes les personnes participantes au séminaire d'aujourd'hui, ainsi qu'à l'ensemble des conférenciers et conférencières de cette année, parce que comme j'ai mentionné, c'était notre dernier séminaire. Donc, ces personnes-là, en fait, ont accepté généreusement de partager avec nous leur expertise sur des sujets stimulants en santé publique. Donc, l'organisation de ces séminaires n'aurait pas été possible sans l'engagement de nos organisatrices, Mesdames Chantal Liot et Emmanuel Dufault, conseillères en communication à l'école. Merci également à Marie Hanoun, qu'on ne mentionne pas souvent, mais dont le travail remarquable, en fait, en amont dans la sollicitation de nos invités, a été essentiel dans l'organisation de tous ces séminaires. Donc, nous vous souhaitons un très bel été et vous donnons donc rendez-vous en septembre prochain avec des thématiques tout aussi enrichissantes. Donc, merci encore pour votre présence aujourd'hui et nous vous souhaitons un bel après-midi. Merci beaucoup Merci. à toutes et à tous pour votre participation. Évidemment, merci beaucoup, Johan, pour votre séminaire qui était très intéressant. Et j'en profite pour remercier aussi Fatima pour sa participation tout au long de l'année pour les séminaires. Bienvenue. Alors, bonne fin de journée et bon été à tout le monde. Et bon été à Johan. Merci, bonne fin de journée et bon été. Merci. Merci. Au revoir.